Tony Ferguson, ultra motivé par sa nouvelle aventure, Alex Pereira, toujours aussi serein, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le mercredi 5 mars 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Et on démarre avec Alex Pereira, qui est bien conscient que le public voulait le voir affronter Ankalaev, et il juge que le timing est parfait parce qu'il a acquis assez d'expérience aujourd'hui pour affronter un tel adversaire. Vous le savez, on en a beaucoup parlé ici, la grosse question concernant ce combat, c'est de savoir si Pereira va réussir à résister à la lutte d'Ankalaev. Et ben lui, il voit pas vraiment les choses comme ça. C'est plutôt Ankalaev qui devrait s'inquiéter, parce que s'il n'arrive pas à l'amener au sol, le combat risque d'être très long pour lui, et il ne voit pas comment il pourrait s'en sortir. Question assez intéressante ensuite du journaliste, ils ont tous les deux affronté Jan Blachowicz, lui, Pereira, s'en est sorti avec une victoire par décision partagée, et pour Ankalaev, ça avait été un match nul, donc on se doute qu'il a dû regarder ce combat, et est-ce que ça lui a donné des pistes? Bien entendu, il l'a regardé, mais il n'en tire pas vraiment de conclusion, il sait ce qu'il a à faire, et même sans ce combat, il aurait de toute façon envoyé des low kicks. Je dis ça parce que ce soir-là, Blachowicz avait posé énormément de problèmes à Ankalaev avec les low kicks justement. On a même cru à un moment que le combat allait être arrêté, tellement le Russe avait du mal à tenir debout. Et puis concernant son combat à lui contre Blachowicz, il est quand même assez fier de ce qu'il a produit, parce qu'il le rappelle, il revenait d'une défaite par KO contre Adesanya, c'était sa première apparition en moins de 93 kilos, le combat avait lieu en altitude, et en plus il était blessé, donc finalement les conditions n'étaient pas idéales, et malgré tout il est quand même reparti avec un succès. Pour ce qui va se passer samedi soir, Pereira, on le sait, ne s'est jamais caché du fait qu'il n'avait pas peur de se retrouver au sol avec son adversaire. Il a même déclaré que si ça devait arriver, il avait une surprise pour lui. Alors forcément, on lui a demandé si l'objectif, dans le cas où Ankalaev réussissait un takedown, était de tout de suite se relever ou bien de travailler au sol. Réponse assez simple, il est un combattant intelligent et s'adaptera à la situation. Et enfin, concernant ses nombreux voyages qui pourraient affecter sa performance, on va pas revenir là-dessus, c'est quelque chose qu'il a fait durant toute sa carrière, mais la différence, d'après lui, c'est qu'aujourd'hui, les journalistes en parlent. Rien de nouveau donc, et sa performance, espérons-le, n'en sera pas impactée. Tony Ferguson a confirmé que son combat au GFL contre Dylan Dennis aura lieu le 11 mai à Los Angeles. Il nous a aussi appris qu'il avait été en négociation très avancée avec KSI pour un combat de boxe, mais que son équipe lui a conseillé pour l'instant de se concentrer exclusivement sur le MMA, parce que oui, vous le savez, il a signé avec le GFL, mais il est libre d'aller combattre ailleurs, donc la boxe est bien sûr une option. Et puis d'ailleurs c'est drôle, parce que du coup c'est à la fin du mois son futur adversaire, Dylan Dennis, qui va affronter KSI en boxe anglaise donc. Tout ce que j'espère c'est qu'il n'y ait pas de blessure pendant ce combat, et que Dennis soit en mesure d'affronter Ferguson le 11 mai. Il a aussi confié que quitter l'UFC avait été assez dur pour lui, mais que c'est maintenant un nouveau chapitre qui s'ouvre. Et puis ce qu'il explique aussi, c'est que entamer une nouvelle série de victoires et aller jusqu'au titre, même si c'est pas l'UFC, ce serait inédit au vu de sa carrière, pour lui, qui a quand même connu une série de 12 victoires, puis ensuite 8 défaites consécutives. En effet, je pense que ce serait du jamais vu. Comme beaucoup de combattants du GFL, il a aussi déclaré que le système d'équipe lui plaît énormément et que ça lui rappelle ses années de lutte, ses jeunes années donc. Et d'ailleurs, pour lui, combattre dans une équipe, c'est une motivation supplémentaire parce que tu ne cherches pas à gagner seulement pour toi, mais pour toute l'équipe. Et puis enfin, on lui a demandé si lors de son dernier combat au sein de l'UFC, lorsqu'il a laissé un gant dans la cage, il a pensé à mettre un terme à sa carrière. Il a répondu que non, il savait qu'il allait continuer à combattre, mais ne savait pas si ce serait à l'UFC ou ailleurs. Des nouvelles de Benel Dariush maintenant. On le sait, son année n'a pas démarré de la meilleure des façons. Il devait combattre sur la carte de l'UFC 311, il a été déprogrammé au dernier moment, on va pas refaire l'histoire. Certains se sont fait la réflexion quand Hooker s'est blessé et que Geji s'est retrouvé sans adversaire. Peut-être que c'est le moment pour Dariush de revenir et en plus de prendre un gros nom, ce qui aurait été un très bon coup pour sa carrière. Sauf que ça ne pouvait pas se faire de son côté,
Déjà, la première chose, et c'était rédhibitoire, il ne pouvait pas faire le poids en si peu de temps, et en plus, il est ami avec Justin Gaethje, il aurait eu l'impression en prenant ce combat de profiter de la situation, de mettre Gaethje devant le fait accompli en quelque sorte. Maintenant, il ajoute que si c'est Gaethje qui l'avait appelé et qui lui avait demandé de l'affronter parce qu'il n'y avait personne d'autre, alors il aurait accepté. Mais sinon, les choses sont assez claires entre les deux. S'ils doivent s'affronter un jour, ce sera pour la ceinture. De son côté, il a fait savoir à l'organisation qu'il était prêt à revenir en avril. Il n'a pas eu de retour. Maintenant, il table plutôt sur mai ou juin. Il est prêt à attaquer un camp de 10 semaines et aimerait un adversaire classé devant lui. Je rappelle qu'il est actuellement numéro 9, mais la situation dans la catégorie est compliquée, c'est en tout cas ce qu'il a expliqué. Et donc, malheureusement, il pense que son prochain adversaire se situera plutôt entre le top 10 et le top 15. Mais si jamais l'occasion se présente, on se rend bien compte qu'il n'y croit pas trop, il serait prêt à accueillir Ilia Topuria dans la catégorie. Un ancien pensionnaire de la Big League maintenant, mais qui se verrait bien, pourquoi pas revenir. Il s'agit de Darren Till, qui comme vous le savez s'est lancé en boxe anglaise depuis un petit moment maintenant. Il a eu pas mal de difficultés à trouver des combats, mais là on a l'impression que sa carrière est lancée, qu'il a en tout cas plus d'opportunités, c'est ce qu'il déclare. Vous vous souvenez peut-être, mais il y a quelques semaines je crois, c'était en début d'année, il devait affronter Tommy Fury, le frère de la star Tyson Fury, et Tommy s'était retiré du combat juste avant l'échéance, soi-disant parce que Darren avait déclaré dans une interview que si les choses se passaient mal pour lui pendant leur combat, il lui enverrait un coup de pied en pleine tête. Ensuite, Darren Till était sorti de ses gonds, on s'en souvient. Il avait expliqué que Fury ne comprenait rien au business, qu'il avait dit ça seulement pour faire vendre. Et du coup, il avait dû se rabattre sur un autre adversaire, au nom moins ronflant, pour le grand public en tout cas. D'après lui, ce qui s'est réellement passé, c'est que quand Tommy Fury a accepté de l'affronter, il pensait qu'il allait juste faire face à un combattant de MMA qui se prenait pour un boxeur, et puis au fur et à mesure des semaines de préparation, il aurait eu vent que Darren Till en réalité se préparait très sérieusement, avec de vrais boxeurs, et que son niveau était loin au final d'être ce qu'il imaginait, et donc il a pris la première porte de sortie qui s'est offerte à lui. Donc vous l'aurez compris, pour l'instant, Darren Till, il est dans le monde de la boxe, mais il a toujours ce désir de revenir à l'UFC. Il le dit à chaque interview. On commence à connaître le personnage aussi. Il l'a dit en plaisantant, mais qu'à moitié, que quand il voit le niveau du champion des poids moyens, Dricus du Plessis donc, il se dit qu'il y a vraiment de la place pour faire quelque chose, surtout debout. Je rappelle qu'il a déjà affronté Dricus du Plessis et qu'il s'est fait soumettre au troisième round. Alors quand on lui évoque ce combat, il se justifie en expliquant qu'en réalité, debout, il était meilleur, mais une fois au sol, il a eu un gros déficit de puissance, et ça c'est dû au fait que lui vient des moins de 77 kg, qu'il était monté en moins de 84, mais que son corps n'était pas préparé pour cette catégorie, alors qu'aujourd'hui, en revanche, il en est sûr, il a le gabarit d'un vrai poids moyen, et ça ferait toute la différence dans l'octogone. Il a aussi ajouté pour conclure que l'UFC a besoin de stars et que ça pourrait faciliter les choses pour lui. Et ça, c'est pas forcément faux, faut se rappeler que surtout à ses débuts, il avait réussi à pas mal fédérer autour de lui et il y avait un début de quelque chose qui se mettait en place. On disait dans une précédente émission que l'UFC avait promis à Leon Edwards un combat pour le titre en cas de victoire face à Sean Brady lors de l'UFC Londres. C'est en tout cas ce qu'avait déclaré Leon Edwards. Cette nuit, Bilal Mohamed, le champion, lui a fait sa réponse. Et ce qu'il dit, c'est que Leon Edwards a au moins 3 bonnes années devant lui avant de pouvoir penser à une revanche, que Shavkat Rakhmonov est le suivant, et que Edwards ne peut rien faire pour lui passer devant. Alors moi je pense que c'est vrai, Shavkat Rakhmonov aura sa chance avant Leon Edwards. Maintenant si l'UFC a promis à Edwards ensuite d'avoir la sienne, je pense qu'elle devrait venir. Bilal Mohamed, malheureusement pour lui, n'est pas assez puissant médiatiquement, je pense, pour choisir ses adversaires. L'UFC, à mon avis, a déjà fait ses plans et Bilal Mohamed ne devrait pas vraiment pouvoir les court-circuiter. Et puis surtout, Bilal Mohamed, il faut déjà qu'il conserve sa ceinture face à Jack Della Maddalena, puis ensuite face à Rakhmonov, si on veut penser à un potentiel rematch entre les deux. Je rappelle que c'est Mohamed qui a pris la ceinture à Leon Edwards il y a maintenant quelques mois de ça. Valentina Shevchenko qui s'est exprimée sur les sorties médiatiques, surtout sur les réseaux sociaux de Manon Fiorot, dans lesquelles elle expliquait que la championne la fuyait, qu'elle avait peur, qu'elle ne voulait pas l'affronter, etc. Ce que dit Valentina, c'est une stratégie qu'a mis en place Manon Fiorot pour avoir sa chance. Peut-être que ce sont des conseils qu'on lui a donnés, mais que ce n'est pas très intelligent, parce que les arts martiaux, c'est toujours à propos du respect, qu'elle pense savoir que Manon Fiorot vient du karaté,
et que le karaté, c'est le respect avant tout, alors peut-être que ce respect a été inculqué partout dans le monde, mais pas dans la salle de Manon Fiorot. Bon écoutez, voilà, ça se taquine un petit peu. On le sait en plus, Valentina Shevchenko, c'est pas une adepte du trash talk, donc je peux un peu comprendre sa position, même si en réalité Manon Fiorot avait fait sportivement tout ce qu'il fallait pour avoir sa chance. C'était une situation bien sûr assez compliquée. Ce combat aura lieu au mois de mai prochain, je vous le rappelle, à Montréal, et la ceinture, bien sûr, sera en jeu. Fiorot peut devenir la première française, hommes et femmes confondus, à devenir champion incontesté de l'UFC. Contre une légende du sport, en plus, ça n'est pas rien. Mauricio Ruffi, lui, Ruffi, comme vous voulez, il combattra ce week-end à l'UFC 313 face à Bobby Green, un vétéran de la catégorie des poids légers. Pendant longtemps, il a déclaré vouloir affronter Benoît Saint-Denis, mais maintenant les plans auraient changé. Il s'apprête à faire un gros call, à faire une grosse annonce dans la cage, à appeler un gros nom à venir l'affronter. Il explique que ce sera très excitant et que les gens vont vraiment s'enflammer suite à cette annonce. Est-ce qu'on peut en conclure que le nom de Benoît Saint-Denis est un peu moins étincelant aujourd'hui qu'il ne l'était il y a encore un an? Forcément, avec 2 défaites consécutives, on peut se douter qu'il n'est plus dans le viseur de tout le monde. Maintenant, Ruffi contre Benoît Saint-Denis, ça ferait forcément un super combat. Médiatiquement, Ruffi, c'est la fighting nerd, donc ce serait très intéressant. Et puis dans la cage aussi, bien sûr. Un peu de chiffres maintenant. Depuis 2020, combien y a-t-il eu de combats pour le titre dans chaque catégorie? On retrouve avec le moins de combats 5, les poids lourds, chez les hommes bien sûr, mais aussi les poids coqs chez les femmes. Ensuite, on a les poids plumes hommes avec 7. On a plusieurs catégories à égalité avec 8 combats pour le titre depuis 2020. On a chez les femmes les strawweight, les poids paille et les flyweight, les poids mouches chez les femmes. On a ensuite chez les hommes les welterweight, poids welter et les poids légers. Ensuite, avec 10 défenses de titre, les flyweight et les bantamweight. On le sait, hein, les poids coqs et les poids mouches chez les hommes, c'est ultra actif, il y a beaucoup de combats. Et puis c'est chez les poids moyens et chez les poids lourds légers qu'on a eu le plus de combats pour le titre depuis 2020, avec 11. Dricus du Plessis a été très actif, Adesanya l'était aussi avant lui. Et puis chez les poids lourds légers, depuis que Pereira a pris la ceinture, il la défend énormément. Donc il y a quand même un sacré écart, hein. 11 défenses de titre chez les poids moyens et chez les poids lourds légers, contre seulement 5 chez les hommes poids lourds et chez les femmes poids coqs. J'adore ce genre de chiffres et j'espère que vous aussi. La dernière actualité du jour, c'est Derek Brunson, ancien combattant de l'UFC, ancien combattant du PFL, qui nous fait un petit teasing sur les réseaux sociaux. Il tweet Fight News coming soon, donc des nouvelles de combat devraient arriver très prochainement. Hashtag MMA GFL, donc je ne savais plus si Brunson avait signé au GFL ou pas. Il y a eu tellement de noms que parfois on en oublie. Le GFL a retweeté, hein, donc je pense qu'il est bien là-bas et que son prochain combat devrait être très prochainement annoncé. Si vous apprenez beaucoup de choses avant de passer à la minute auditeur, si vous appréciez le format, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Le like, c'est vraiment ce qui peut me rendre le plus grand bien. Vous abonner si vous n'êtes pas, bien sûr, ça va me faire monter dans l'algorithme. Et puis commentez si vous avez des choses à dire. Je réponds à tout, je lis tout, et puis je sélectionne quelques-uns de vos messages pour la minute auditeur qui va démarrer tout de suite. Premier message de cette minute auditeur avec vice-amiral Yamakaji qui me dit un commentaire pour le référencement. Bah déjà, merci à toi, ça me fait très plaisir. Pour avoir affronté Fernand Lopez moi-même et l'avoir arbitré par la suite, je peux vous dire que c'est un pur lutteur. Et ça, j'avais déjà entendu, je crois que c'était Cyril Diabaté qui l'avait dit. Lopez, c'est un lutteur quand il combattait. C'est bizarre que ces combattants dans l'octogone aient eu un niveau de lutte aussi bas, entre guillemets, ça reste l'UFC, hein, bien sûr. Mais il avait dit ça, je crois, Cyril Diabaté, suite au combat de Gann contre Ngannou. Et alors déjà, je t'ai demandé, je sais pas si tu as vu, mais est-ce qu'on peut voir j'aimerais bien voir tes combats sur YouTube, s'ils sont disponibles, ou sur Internet. Et puis oui, en effet, Fernand Lopez, lutteur lui-même, mais peut-être que dans l'enseignement de la lutte, il n'en a pas fait sa priorité. On le sait, lui aussi, c'est un très bon manager. Il sait comment fonctionne le business. Alors peut-être qu'il se dit que des strikers, c'est plus populaire, ça fait de plus beaux highlights, et ça engrange plus d'argent. Je pense que c'est aussi un facteur à prendre en compte. Ben Lam qui me dit pour sûr, l'UFC attend les résultats de ce week-end avant d'annoncer un combat poids lourd. Si Alex gagne de manière, je les vois bien faire Jones contre Pereira et Cyril contre Aspinall. Trop d'argent à prendre. Si Alex perd, Aspinall contre Jones et Almeida contre Cyril. Niveau business plan, ça me paraît le mieux pour Dana avec un emoji qui rigole. Écoute, moi je serais très déçu que Pereira monte et prenne John Jones à la place d'Aspinall, que Pereira monte à la rigueur, ok, mais peut-être qu'il attende le vainqueur du combat entre Aspinall et Jones. Après, je comprends aussi que si Aspinall bat Ankalaev, qui est-ce qu'on va lui mettre derrière? Peut-être Blachowicz s'il bat Hulberg, ou Hulberg s'il bat Blachowicz. Il y a une petite histoire avec Blachowicz. Si Hulberg met un KO de dingue à Blachowicz, bon, série de victoires de dingue, du 109, peut-être.
Et même si Ankalaev gagne, derrière, je vois personne le prendre, hein. Honnêtement, ouais, pareil, pas une revanche Blachowicz ou Hulberg. Mais là, on va arriver dans un dilemme chez les lourds légers, donc peut-être qu'une montée chez les lourds, ce serait quelque chose. Et ce serait assez drôle, hein. Je me projette pas du tout là-dessus, j'y crois pas vraiment. Si Ankalaev devient champion et que l'UFC n'a rien à lui mettre sous la dent et qu'on lui propose tout de suite de monter, lui qui pendant des années s'est plaint de ne pas avoir de combat pour le titre, et à juste titre, hein, il le méritait, se retrouverait dans une situation très favorable. What's up my bro, je te remercie une nouvelle fois pour tes longs messages auxquels je réponds toujours, toujours des points très intéressants. Là, j'ai sélectionné une partie de ton message qui m'intéresse particulièrement. Geji, je le redis, mais sans son KO contre Holloway, entre parenthèses largement influencé parce que son nez cassé sur le spinning kick, il serait pas loin du title shot. Je vois très mal Fiziev gagner et je maintiens que Geji est monstrueux. De plus, il a raison pour Topuria, ceux qui disent que Topuria est trop light pour Makhachev. Volkanovski lui a donné son plus dur combat pour la ceinture. Si le combat continue un ou deux rounds, il perdait. Là, je suis d'accord avec toi sur ce dernier point. Volkanovski, c'était très fort. Topuria, pourquoi pas. Mais concernant Geji, moi aussi je pense qu'il peut battre Fiziev, surtout que Fiziev revient de blessure. Maintenant, ce qui m'inquiète avec Geji, c'est comment il va revenir de ce KO. Là, il fait des déclarations, j'en ai pas trop parlé, mais en gros, il explique que dernièrement, il a été un peu trop calculé dans son approche du combat et qu'on risquait de revoir l'ancien Justin Geji un peu plus bagarreur. Alors il dit bien sûr, j'ai progressé depuis, j'ai appris de mes erreurs. Quand tu as pris ce genre de KO, est-ce qu'il va pas y avoir une petite appréhension au moment où la cage va se fermer? Est-ce qu'il va pas faire n'importe quoi aussi, hein, comme on avait pu le voir faire contre Khabib? Je rappelle que quand il est arrivé à l'UFC, Geji c'était un gros bagarreur. Il y avait du spectacle, mais il gagnait pas forcément ses combats. Ensuite, il s'est réinventé. Il a réussi à arriver jusqu'à Khabib Nurmagomedov. Et dans ce combat-là, on a revu l'ancien Geji. Il envoyait tout ce qu'il avait sur tous les crochets. Il démarrait les enchaînements avec un crochet. Il s'est laissé emporter par le poids de son corps. Il se retrouvait déséquilibré. J'espère que ça ne sera pas le cas ce week-end. Et je termine avec DBRX SS. Moi, je pense que Pereira contre Ankalaev va se passer comme ça. Premier round, Ankalaev essaye de lutter, mais Pereira défend bien. Deuxième round, Pereira prend l'ascendant en striking. Round 3, comme le round 2, mais Ankalaev fatigue et le round 4, il est épuisé et Poatan le détruit debout. Round 5, Poatan connecte et c'est la fin end style. Alors moi, vous le savez, j'ai pas de préférence pour les combattants personnellement, moi je veux que le meilleur gagne. Maintenant, c'est vrai que Pereira, en tant que champion, il nous fait un peu rêver de par son histoire, de par les chaos qu'il met aussi, on aime beaucoup, on a envie de voir jusqu'où il peut aller. Et en tout cas, si Pereira s'impose, j'espère qu'il va le faire au terme d'un combat difficile, dans lequel il aura dû lutter, dans lequel il aura dû se relever, dans lequel il va nous prouver des choses. Et vraiment, s'il s'impose suite à ça, ça va être le début d'une très très grosse légende d'après moi, bien qu'il ait déjà commencé à l'écrire. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Le petit like, pensez-y, abonnez-vous, commentez. Et nous, on se retrouve très bientôt, je l'espère, demain à 17 h. D'ici là, passez une très bonne soirée. Salut.